à tous et bienvenue dans Ça innove en santé, notre mission qui se balade partout en France en direct de notre pop-up itinérant. Mon nom est Thomas Cantalou, je suis médecin psychiatre et entrepreneur et avec Stan, on vous donne rendez-vous tous les mois dans une ville différente pour découvrir le paysage de l'innovation en santé en France. À chaque étape, je serai entouré d'invités et d'experts inspirants, des hommes et des femmes passionnés qui ont décidé d'accompagner le progrès et que nous mettons en lumière pour vous. Aujourd'hui, en direct de Lyon, j'ai le plaisir d'être en présence de 3 invités de marque pour qu'on aborde un sujet particulier que celui de la santé environnementale. Et ces 3 invités, qui sont-ils ? Je vais vous les présenter tout de suite. À mes côtés, Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, tu es entrepreneur, patient, cofondateur de la solution WeBrave et également patient expert au sein de la filière santé numérique nationale. Tu es investi dans plusieurs associations de patients et tu es également porteur d'une maladie chronique qui est la mucoviscidose. Ton témoignage en tant que personne concernée ce soir va nous permettre d'apporter un autre regard sur les questions que nous allons aborder. Comment ça va ? Ça va, super content d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. À tes côtés, on a le docteur Yacine Tandjaoui-Lambiot. Alors Yacine, tu es pneumologue, réanimateur, chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, mais tu es également passionné d'innovation, de recherche, d'éthique. Bref, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Tu vas pouvoir entre autres nous apporter un regard scientifique sur les questions de santé environnementale. Salut Yacine, comment ça va ? Écoute, très bien, merci pour l'invitation. Ce que tu n'as pas dit dans ce petit pitch, c'est que je suis responsable de la recherche clinique pour Stan, que j'essaie de structurer. Merci pour ta présence ce soir. Et enfin, on a Émilie Calabre. Émilie Calabre, tu es ingénieure et responsable de la partie santé-environnement chez Mirsense, une start-up lyonnaise fondée en 2017 et qui œuvre à faire le lien entre l'environnement et la santé des individus. Tu viendras notamment nous parler de ton parcours et de ton innovation en fin d'émission. Salut Émilie, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Puis merci aussi pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet. Ravi que tu sois présente avec nous ce soir. J'espère que les échanges qui vont suivre vont vous intéresser derrière votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans notre chat. Guillaume, notre expert de l'équipe médicale, tentera de répondre à toutes vos questions. Et on commence sans plus tarder avec notre première rubrique, Regard croisé. Alors le thème central qui nous réunit aujourd'hui, c'est la santé environnementale. Derrière ce concept se cache l'idée que de nombreux éléments de notre environnement au quotidien ont un impact direct ou indirect sur notre santé. Qu'il s'agisse de la pollution de l'environnement, certains produits chimiques, le réchauffement climatique, le bruit, l'influence de ces facteurs environnementaux pourrait aggraver ou avoir une incidence sur le développement de maladies. Cela devient un enjeu de santé publique majeur et c'est pour ça que nous avons décidé de traiter cette question aujourd'hui. On a décidé néanmoins de le faire à travers un prisme particulier qui est celui des maladies respiratoires, les poumons étant les organes qui assurent les échanges entre notre environnement et notre corps. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on a décidé d'aller prendre la température directement ici, à Lyon. Nos internes de médecine sont allés à la rencontre des habitants et leur ont posé quelques questions. On découvre leurs réponses tout de suite. Bonjour. 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 Bonjour, mesdames. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de santé environnementale ? Non. Moi non plus. Non. Peut-être à la télé ou dans des émissions. Non, pas vraiment. Ça vous évoque rien ? Si, peut-être avoir un environnement sain qui ferait qu'on serait en bonne santé. Pour moi, ça m'évoque par exemple tout ce qui peut être pollution sur l'aspect plutôt écologique. Et ça peut être par exemple environnement de travail, si vraiment on se base sur le mot environnement de travail et puis conditions, qualité de vie, pardon. Par exemple le taux de CO2 qu'on peut respirer dans des grandes villes ou tout ce qui est la pollution,
Les problèmes respiratoires, l'asthme. Parce qu'avec tout ce qui est relâché dans l'air, ça finit forcément dans nos poumons à un moment. Je pense que c'est en lien avec peut-être l'écologie et la pollution et le fait que... Pollution de l'air et voilà, le fait que ça ait des conséquences. Qu'est-ce que ça aurait comme impact selon vous? Des cancers, des problèmes respiratoires. L'air qu'on respire, qui est très pollué ici. Je pense à ça en premier, je pense à des espaces plus verts. Moi, quand je suis arrivée sur Lyon toute petite, j'ai commencé à avoir de l'asthme. Donc il y a vraiment un lien de cause à effet qui a été établi par exemple avec la ville et la pollution. Quand j'étais cycliste, vraiment la pollution qu'on peut respirer directement et même en tant que piéton. Le stress. Ouais, le stress. Je me dis. C'est un Après, il y facteur a assez aussi la important. pollution auditive, tout ce qui est le bruit. Je pense que de manière générale, notre génération, on est particulièrement touché par l'éco-anxiété. Et moi, j'avoue que j'ai commencé à en faire un petit peu il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à réaliser vraiment ce qui nous attendait. Peut-être les santé mentales, les problèmes mentaux que ça peut générer chez des personnes, la pollution ou la dégradation de l'environnement. Hyper intéressant ces micro-trottoirs. On remercie Damien, notre interne de santé publique, qui est allé sur le terrain pour aller recueillir tout ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Yacine, je te propose d'ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse des habitants de Lyon à propos de le concept de santé environnementale? C'est toujours intéressant de voir ce que pensent des gens qui ne sont pas experts d'un sujet pour comprendre un peu la façon dont ce sujet est appréhendé par la population générale. Et en fait, de façon assez troublante, quand on connaît vraiment bien le sujet, on se rend compte que la population qui est supposée être experte, notamment les médecins, en fait, ont des propositions de réponses qui ne sont pas très différentes de celles du commun des mortels, des gens qui ne sont pas soignants. Parce que c'est un sujet qui, en fait, est assez méconnu. Assez méconnu dans le sens où il n'est pas largement diffusé. En revanche, qui est scientifiquement assez bien établi. Cette santé environnementale, elle va représenter finalement une appellation très spécifique, mais qu'on pourrait inclure dans la santé tout court. Il n'y a pas besoin de faire de gamme d'étanchéité évidente entre ce qui serait la santé environnementale et la santé tout court. Pendant très longtemps, il y a eu des évidences qui sont apparues comme l'essor de certaines maladies à des moments particuliers. Par exemple, quand on a commencé à avoir la révolution industrielle et a commencé à récupérer du charbon dans des mines, on s'est retrouvé, alors ça c'est essentiellement la fin du 19e siècle, essentiellement en Grande-Bretagne et en France, on a eu pas mal de données qui nous ont permis de voir qu'il y avait plein de gens qui devenaient très malades. Et ils devenaient très malades parce qu'ils étaient exposés à des choses auxquelles ils n'étaient pas exposés précédemment. Le fait d'aller dans la mine, de se trouver à inhaler de la poussière en continu. Et donc on a établi une relation évidente sur le fait que les mineurs se retrouvaient avec des maladies, notamment la silicose, qui est une maladie respiratoire qui peut être particulièrement sévère. Et ça, le lien a été très vite établi de façon très simple. Et pour tout le monde, ça peut paraître évident. Mais ce qui peut paraître évident pour la silicose n'a pas été si évident dans d'autres situations un peu plus larges qui se passent dans des configurations similaires. Quand on prend les mineurs qui sont venus travailler dans des conditions très précaires, dans des situations où ils étaient des environnements, des logements surpeuplés, on a retrouvé beaucoup de gens dans des conditions d'insalubrité très importantes. Et donc il y a eu l'essor en même temps d'autres maladies qui sont liées, non pas spécialement au fait de travailler dans la mine, mais à l'environnement social qui a généré le fait de travailler dans la mine. Typiquement, c'est ce qu'on a appelé la peste blanche, la tuberculose, dont l'essor a été très important à peu près à la même époque, qui a été très bien décrit par les médecins anglais, français, 19e siècle, début 20e siècle. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des maladies qui sont des maladies infectieuses, qui vont se retrouver beaucoup plus présentes dans une population du fait de l'environnement. Mais pas seulement de l'environnement matériel, le fait de respirer des particules fines, mais dans le fait que les conditions sociales qui vont être générées par les mouvements de la société, les mouvements économiques, vont entraîner le fait qu'il y ait des situations particulières qui vont générer des maladies infectieuses. Donc on se retrouve avec, côté respiratoire, des particules qui peuvent rendre malades, qui vont être des particules minérales, mais aussi des particules biologiques.
Et ça, c'est quelque chose qui, dans la santé environnementale, a été assez peu pris en compte, y compris aujourd'hui chez les experts. Et quand on voit ce qu'est, par exemple, les difficultés qu'on a pour mesurer la qualité de l'air, on a beaucoup de difficultés pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que aujourd'hui, on fait des mesures qui sont des mesures très grossières pour des zones géographiques très étendues, en faisant la mesure de certaines particules très spécifiques. Ces particules, c'est très important de les mesurer, parce que si on est aveugle sur la mesure, bien sûr, on va être aveugle sur ce qu'on peut avoir comme levier pour les traiter. Mais aujourd'hui, la granularité de la mesure, elle est très grossière. Et par exemple, alors qu'on passe plus de 50% de notre temps en intérieur, on a des données que sur de l'air extérieur. Et encore, de l'air extérieur qui ne correspond pas à une zone très, très précise, une zone géographique très large. Okay. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans la situation où, en fait, pour avoir des données sur la santé respiratoire des malades, pour savoir vraiment ce qui va impacter cette santé environnementale respiratoire, en fait, on est aujourd'hui quasiment aveugle sur les éléments, les outils qui nous permettraient de... Et je crois qu'Émilie va nous donner pas mal d'éléments là-dessus. Alors, je vous avais dit qu'on aurait une expertise scientifique, je ne vous ai pas menti. Merci pour tes éléments de réponse, Yacine. Je crois que tu vas nous reparler aussi des polluants extérieurs et intérieurs un peu plus tard. Toi, Antoine, du coup, on le disait en introduction, donc tu souffres d'une maladie chronique rare, la mucoviscidose, qui touche notamment tes poumons. À quel moment, toi, tu as fait le lien entre ton environnement et l'évolution de ta maladie ? Et je ne sais pas si tu as pu identifier peut-être des situations particulières dans lesquelles tu sentais qu'il y avait un impact délétère de ton environnement. Oui, totalement. En l'occurrence, moi je ne suis pas mineur. et c'est vrai que c'est en plus, c'est une maladie qui aujourd'hui est diagnostiquée à la naissance. Moi ça a été à l'âge de 4 ans et demi, mais peu importe. En l'occurrence, c'est vrai que c'est quand même des choses sur lesquelles on est un peu sensible, au moins sensibilisé par les personnes, les médecins qui nous suivent, de faire attention à notre environnement. Pour autant, moi c'est vrai que, et c'était aussi l'objet de mon témoignage aujourd'hui, c'est que malgré cette vigilance, il y a quand même justement des éléments qui sont parfois pas si évidents à voir. En l'occurrence, c'est comme ça que moi, mon parcours entrepreneurial a commencé. Donc en fait, c'était il y a 8 ans, où j'ai connu une évolution considérable de ma maladie à cause d'une crise qui n'a pas été détectée à temps. Donc en l'occurrence, on avait pris un appartement qui était proche de mon école, puisque je faisais des études à ce moment-là. Et cet appartement, il nous avait été dit remis à neuf. Et derrière, au bout de l'année suivante à peu près, ça a mis un peu de temps quand même, j'ai décidé de reprendre le sport. Et au moment pour des raisons personnelles, et au moment de monter sur le vélo d'appartement, je me suis rendu compte que ma fréquence cardiaque à l'effort, mais au moment de démarrer, elle était tout de suite hyper élevée. C'est-à-dire que je montais à 180 battements par minute. Et donc, je rentre chez moi après cette expérience-là, je préviens mon équipe soignante, bien sûr en disant que ce n'est pas spécialement une urgence. Et en fait, 2 semaines plus tard, je me retrouve à faire une grosse hémoptysie. Qu'est-ce que c'est une hémoptysie ? Alors une hémoptysie, c'est vrai, ça veut dire saigner, mais de l'intérieur des poumons. Okay. Donc cracher du sang, etc. Bon, c'est effectivement, il y a plus sympa comme expérience. Bref, en tout cas, je me retrouve hospitalisé. Je vais y rester pendant 2 mois avec des cures intraveineuses et puis surtout avec une capacité respiratoire de sortie de moins de 50%, qui avait quand même grandement évolué et qui m'a en plus été dit irréversible sur le moment. Donc c'était pas le meilleur moment de mon existence, mais à ce moment-là, c'est aussi, mes proches et moi, ça a été un choc pour eux. Et on a cherché ce qui se passait en fait, qu'est-ce qui avait pu se passer. Et en l'occurrence, on a découvert que ce fameux appartement qui avait été pris 1 an plus tôt, en fait, même s'il nous avait été remis à neuf, ce n'était pas du tout le cas. Que en l'occurrence, ça faisait partie des logements qui étaient relativement insalubres à cause de l'humidité, sauf que ça ne se voyait pas et que ça ne se sentait pas, voilà. Mais que c'était la raison principale de pourquoi ça m'avait causé tout ça. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'a mis sur la voie, ce qui m'a vraiment mis sur le fait de m'intéresser de près à l'observation préventive et continue de ce qu'on appelle les signaux faibles de la maladie. C'est-à-dire tous ces indicateurs qui vont être le poids, la capacité respiratoire, la fréquence cardiaque, etc., mais qui vont être plus fins et qui vont varier avant de l'apparition de symptômes plus graves.
Et donc c'est comme ça que mon aventure entrepreneuriale a commencé, sachant qu'au bout de 4 ans en fait, j'ai récupéré quasiment 25% de capacité respiratoire à ce moment-là, parce que ça faisait un moment qu'on avait réussi à maîtriser en fait l'environnement, les comportements, enfin tout ce qui allait jouer justement, et on en parlera après, mais des facteurs de l'exposome. Merci pour ton point de vue. Et moi, je suis très content d'animer cette rubrique Regard croisé parce que justement, on a la richesse de points de vue différents. Émilie, peut-être que tu peux rebondir aussi sur ces témoignages. Est-ce que toi, tu aurais des exemples entre le lien entre la santé des individus et leur environnement et peut-être le travail que vous faites chez Myrsens en ce sens? Oui, c'est hyper intéressant parce que les exemples que j'ai, ça rebondit vraiment sur ce que vous venez de dire. Un des premiers exemples, c'est le pourquoi déjà la création de Myrsens, cette start-up. Il y a un des cofondateurs qui vivait en Chine et qui a une fille qui était asthmatique. Et en Chine, la qualité de l'air est bien plus polluée, en tout cas bien plus dégradée que celle en France. Et donc elle a commencé à faire des crises d'asthme et à avoir beaucoup plus de problèmes. Et c'est là où la question s'est dit, c'est bien de faire attention à l'environnement, mais dans un premier temps, il faut d'abord pouvoir le voir. Et donc Myrsens a été créé dans l'objectif de voir l'environnement sur la santé et donc de rendre visible l'invisible. Donc c'est déjà le premier objectif. Et ça me rappelle surtout un exemple sur un projet sur lequel j'ai travaillé. On suivait des patients et donc ils avaient accès à tout ce qui était qualité d'air extérieur, parce que nous on la modélise, mais on leur avait donné en plus des capteurs de qualité d'air intérieur, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on passe plus de 50% de notre temps en intérieur, et pour certaines personnes, même quasiment 80%, je pense. Donc ces personnes avaient des capteurs de qualité d'air intérieur. Et à la fin, les patients en fait, qui avaient ces capteurs nous ont un peu dit leur retour. Et il y a une personne, et ça m'a marqué, et j'ai trouvé ça super intéressant, elle m'a dit qu'il y a un de ses proches qui était venu, et il était fumeur. Et donc pour ne pas polluer l'intérieur, il allait toujours fumer à la fenêtre en se mettant vraiment proche de l'extérieur pour que justement la fumée parte à l'extérieur. Et le jour où il a fait ça chez elle, en pensant justement préserver son intérieur, le capteur, il y avait un petit écran et là il est devenu rouge-violet. Donc la panique chez elle, et donc ils se sont rendus compte, et en fait c'est qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Et c'est là où on se dit que notre travail il est utile et que là on a vraiment rendu visible l'invisible. Et c'est surtout que lui, ça l'a tellement perturbé, choqué, qu'il est parti après dans cette idée vraiment d'arrêter de fumer. Donc là, ça a été vraiment le résultat optimal. Parfait. C'est intéressant ton expression, là, rendre visible l'invisible. C'est un peu ce que vous avez dit, mais avec vos propres éléments de langage. Et je rebondis sur ça justement pour toi, Yacine, qui est médecin pneumologue. En parlant de rendre visible l'invisible, c'est quoi les principaux polluants de l'air qui nous entoure et comment ils impactent nos poumons? Alors, c'est très difficile de répondre à la question parce que, si je veux être honnête, la réponse, ça va être je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a certains qu'on sait mesurer et qu'on mesure. Et donc, on fait des mesures de différentes façons. On fait des mesures qui sont des mesures de compte de particules. En pratique, on ne va pas déterminer quelle est la nature de la particule, on va juste regarder sa taille. Et en fonction de la taille de la particule, on peut déterminer, en tout cas on prédit l'endroit où elle peut se positionner dans l'arbre respiratoire. En pratique, on imagine que plus la particule est petite, plus elle est capable d'aller loin dans le poumon. Alors que plus elle est grosse, plus elle va s'arrêter dans les voies respiratoires qu'on dit proximales, en gros la gorge, la gorge ou la trachée. Et donc on compte ces particules en fonction de leur taille, et donc on regarde alors il y a les 2.5, les 10... Si vous avez des capteurs, vous verrez qu'en général, c'est sur ces zones-là qu'on regarde le plus. D'ailleurs, la plupart des scientifiques sont faites autour de ces mesures-là. Il y a d'autres composés qu'on est capable de regarder, mais encore faut-il les mesurer. Et ces mesures-là, elles ne sont pas faites de façon générale. Par exemple, vous savez que vous avez déjà dû entendre parler du fait qu'il y a des pollutions à l'ozone au niveau atmosphérique. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer, mais ce n'est pas des choses qu'on va faire dans les domiciles chez les gens. On peut mesurer des particules qui sont des composés comme le NO2, ou comme, on est capable de mesurer, je peux faire la liste, ça n'a pas grand intérêt sur le plan sur le plan de la communication, à mon avis, mais on est assez aveugle sur la majorité des particules dont en fait on ne connaît pas la nature.
Et surtout, il y a beaucoup de composés qui sont des composés organiques. Alors certains composés organiques qu'on va dire volatiles, qu'on va potentiellement essayer de mesurer comme un tout global, mais qui ont probablement des rôles très différents. Et surtout, là où c'est encore plus compliqué à mon avis, c'est que jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont fait des études ont essayé de corréler certaines mesures à quand on a des particules, je crois 2,5 ppm, à quel point est-ce que c'est lié ou pas au fait qu'il y ait des exacerbations d'asthme, par exemple, ou il y ait des exacerbations de fibrose pulmonaire. On a des données là-dessus. Mais ces données, même si elles sont déjà alarmantes en soi, à mon avis, elles sont encore très parcellaires. Parce que imaginez que ces comptes particulières ne sont pas quelque chose une espèce de continuum, à mon avis, il faudrait plutôt faire quelque chose qui soit assez global. Et qu'on se retrouve dans la situation où, en fait, la qualité de l'air, elle est globale. C'est pas en regardant simplement un type de particules qu'on va avoir la réponse. Et probablement que il faut se dire qu'il y a des composés qui vont être en rapport avec des composés minéraux qu'on respire, qui peuvent être problématiques, qui peuvent entraîner des exacerbations d'asthme. Vous avez dû entendre souvent des messages gouvernementaux à la radio qui disent que quand il y a un pic de pollution, parfois on interdit les enfants d'aller faire du sport à l'école, qu'on dit aux asthmatiques d'être très vigilants avec leur traitement, de ne pas sortir. C'est en rapport avec ça. Mais encore une fois, quand on fait ça, aveugle sur l'immense majorité des polluants atmosphériques qu'on ne mesure pas. Ouais, ok. C'est une réponse plutôt honnête, mais Donc en fait, ma réponse est, je ne sais pas très bien. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il y en a plein et que la majorité, on ne les connaît pas. Ok, ça mérite d'être clair. Alors moi, j'apprends plein de trucs ce soir. J'espère que vous aussi, vous apprenez plein de choses. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. On va poursuivre le débat, mais juste avant ça, je vous propose de retourner en ville, à Lyon, pour aller reposer une petite question un peu particulière aux habitants. On va découvrir leurs réponses tout de suite. Le mot exposome, c'est quoi? Ah ça non. Non, pas du tout, non. Ça me dit rien. Ça vous dit rien du tout? Non. Là, avec ce mot, ça vous dirait... C'est un taux d'exposition peut-être, je sais pas. Ok. Le mot exposome, c'est quoi? Alors là, je sais pas. Aucune idée. L'exposome, c'est quoi? Ah, alors là, je sais pas du tout, connais pas. Exposition de l'homme, je sais pas. Ouais, quelque chose qui est nocif pour l'homme. Exposome, il y a exposé dedans, il y a exposé, enfin je suppose, que ça vient de là, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. L'exposome, c'est quoi? L'exposome. Aucune idée. J'imagine qu'il faut quelqu'un de bon en latin pourrait... Non, comme ça, franchement, j'ai pas les outils pour. Alors, c'est une question un peu difficile, visiblement. Qu'est-ce que c'est l'exposome? Alors, j'avoue, avant de préparer cette émission, je ne savais pas non plus ce qu'était l'exposome. Mais on a de la chance, on a 3 experts parmi nous aujourd'hui, et on a notamment Antoine Bertrand. Je crois que tu as quelques éléments à ce sujet, Antoine. Quel regard tu portes sur ce concept d'exposome? Et est-ce que tu penses qu'il peut améliorer la compréhension de certaines maladies, voire des maladies respiratoires? Oui, bien sûr, Thomas. Écoute, moi déjà, l'exposome, c'est quoi au départ? C'est une représentation complexe et dynamique de l'ensemble des facteurs qui vont affecter la santé d'une personne et qu'elle va, entre guillemets, subir tout au long de sa vie. Et l'idée pourquoi est-ce que ça peut être utile, notamment pour la recherche, c'est parce que le fait de pouvoir avoir des informations qui sont macroscopiques en fait, sur différentes, que ce soit les polluants, que ce soit... Moi je parlais tout à l'heure de mon histoire, c'était des petits champignons, donc c'était de l'organique. Toutes ces choses-là qu'on ne sait pas, en fait, ça va avoir un impact sur la santé et c'est ça l'exposome. Et donc ça ne va pas se limiter à de la pollution, c'est-à-dire il y a des facteurs environnementaux, on en a parlé, mais il y a des facteurs comportementaux aussi, qui sont compris dans l'exposome, donc notamment les habitudes de vie, ce genre de choses. Un peu des deux aussi, notamment les conditions sociales, parce que les conditions sociales, elles vont avoir un impact sur la santé en réalité.
Et donc, pour moi, au-delà du fait que je pense que oui, effectivement, la recherche sur l'exposome va quelque part donner des nouvelles informations sur les pathologies et peut-être sur la façon de les traiter aussi, je pense que c'est avant tout un levier d'amélioration de la qualité de vie d'un point de vue microscopique pour la personne. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin moi, l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est une illustration parmi plein d'autres qui témoignent de cet impact de l'exposome sur la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, pour donner un autre exemple, moi, à chaque fois que je prends le métro parisien, on le sait, il est saturé de particules fines, etc. En l'occurrence, je sais que je perds en moyenne 1% de capacité respiratoire. Ok. Voilà, je l'ai mesuré à plusieurs reprises et sur un certain temps. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, d'une part, j'évite quand je peux. Et d'autre part, si j'ai pas le choix, quelque part, je vais allouer un temps supplémentaire pour faire une kinésithérapie respiratoire supplémentaire le soir même pour me maintenir en bonne santé. Et du coup, tout mon travail aujourd'hui avec WeBrave, c'est ça, c'est finalement de permettre à chacune et chacun de choisir plutôt que subir ces contraintes. Ok, tu ne subis pas l'environnement dans lequel tu... Si on le choisit et qu'on le maîtrise, c'est l'objectif. Ok. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis et puis on va ajouter une petite touche santé mentale. Ça me fait plaisir parce que je suis psychiatre. On a vu dans les micro-trottoirs, en les préparant, que certaines personnes parlaient notamment du réchauffement climatique quand on leur parlait de santé environnementale. On a beaucoup parlé d'éco-anxiété ces derniers mois, voire ces dernières années. Yacine, toi qui es médecin, alors je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais si ça devait t'arriver, est-ce que tu sais ce que tu répondrais à des patients qui te demanderaient par exemple si le changement climatique, dont on parle énormément, peut avoir une incidence sur notre santé? Il n'y a absolument aucun doute que oui, à la fois à l'échelle de l'individu et de la vie, et surtout à l'échelle plus longue, c'est celle de l'évolution. L'espèce humaine a la particularité, a priori, par rapport aux autres espèces vivantes, d'être la seule à avoir conscience en plus du changement. C'est-à-dire que non seulement nous on le subit comme les autres, sur le plan physique, mais en plus nous on est capable de se dire, comme on sait ce qui risque d'arriver, de mal le vivre psychologiquement. Je suis moins persuadé de ça du côté de l'autre partie du règne animal, quoi. Donc c'est certain que oui. Côté santé mentale, il n'y a pas de doute. Côté santé physique, il y a beaucoup de données et beaucoup de papiers dans la littérature scientifique qui en parlent déjà. Donc il n'y a absolument aucun doute que oui. Et pour dire à quel point est-ce que c'est des choses qui, non seulement le fait que le changement climatique ait un impact, mais que en plus la pollution au sens très large devienne quelque chose de très important, sans devenir prédominant, mais très important dans la littérature scientifique. Il y a ce qui est probablement le plus grand journal de médecine, en tout cas celui qui est le plus lu dans le monde, qui s'appelle le New England Journal of Medicine, aujourd'hui, dans le numéro d'aujourd'hui. Celui que tu m'as envoyé ce matin. Exactement. Dans le numéro d'aujourd'hui, il y a deux papiers scientifiques qui font le lien entre, dans un cas de l'athérome carotidien, donc en pratique, quand on a de l'athérome, c'est qu'on a des plaques, en général, de cholestérol dans les artères, et c'est ça qui entraîne souvent le fait de faire des maladies cardiovasculaires, des AVC, des infarctus. Et bien là, il y a une équipe italienne qui a démontré qu'ils trouvaient dans les plaques d'athérome, chez certains patients, des micros et des nanoplastiques. Okay. Et ils ont même regardé le fait qu'il y avait potentiellement plus d'AVC et d'infarctus chez ceux chez qui il y avait ce type de lésion. Alors il y a beaucoup de biais dans l'étude, dans le sens où ils ont pris spécifiquement des gens qui avaient été opérés des carotides pour regarder spécifiquement ça. Mais ça montre bien que c'est un sujet dont on s'empare de façon globale et qui devient important pour que le New England, qui est un journal de visibilité mondiale indiscutable, soit capable dans le même numéro de faire deux papiers sur l'impact de la pollution sur la santé humaine. C'est bien que ça devient un sujet indiscutable et que ça concerne tous les médecins. Donc évidemment que le changement climatique, qui est une résultante de ces pollutions, en tout cas qui a un impact sur nos santé de façon indiscutable.
Et mais je vais enchaîner un peu dans la même veine sans mauvais jeu de mots sur cet état d'esprit qui change. C'est la dernière question d'ailleurs de notre séquence Regard croisé. Je vais vous poser la question à tous les trois, Émilie, Antoine et Yacine. Est-ce que vous avez des solutions en termes de santé environnementale que vous pourriez proposer à votre entourage? Donc, Yacine, j'imagine, à tes patients par exemple, ou à tes confrères. Émilie, peut-être aux entreprises, aux entrepreneurs que vous accompagnez. Émilie, si tu veux commencer avec les solutions que vous proposez. Alors, déjà, la première solution, je vous dirais, c'est déjà s'y intéresser à la santé environnement, comprendre que c'est un sujet important. Une fois qu'on a compris ça, c'est commencer à rendre visible l'invisible. Alors si je m'adresse par exemple à ce qui est côté entreprise, pourquoi pas justement s'équiper de solutions pour avoir sa qualité environnementale extérieure mais aussi intérieure. Et petit fun fact, parce que souvent les gens peuvent être réfractaires ou se disent encore quelque chose en plus à faire, mais là c'est 100% de bénéfices parce que ça a été prouvé. Mais en entreprise, améliorer la qualité de l'air intérieur et l'environnement de manière générale, le bruit, le confort, ça permet de gagner en concentration, en productivité et de se sentir moins fatigué en fin de journée. Et c'est pareil dans les écoles, les enfants, il y a eu pas mal d'études où ils prenaient des classes. Il y en a qui avaient juste rien que sur le CO2, des concentrations de CO2 très élevées, les autres aéraient plus et ils ont vu des différences sur les résultats. C'est intéressant ce que tu dis, bruit, lumière, ça peut aussi être des composants en santé environnementale. Et même tout ce qui va être température et humidité. Ok. Et ça va impacter sur le jour même sur le bien-être, mais même à moyen et long terme, ça peut impacter après sur la santé. Donc c'est vraiment que du bénéfice d'y intéresser et de mettre des mesures en place. Ok, donc mesurer. Toi Antoine, qu'est-ce que tu pourrais donner comme solution à ceux qui nous regardent ce soir? Après, moi, c'est vrai que j'ai un regard un peu biaisé, mais ce que moi j'ai fait à l'époque pour moi et ce qui m'a aujourd'hui beaucoup aidé, c'est de construire ce que j'appelle un plan de santé adapté et structuré, et qui consiste à identifier un certain nombre de signaux, justement, qui évoluent et qui sont différents en fonction de chacun, en fonction des pathologies. D'ailleurs, on parle beaucoup du respiratoire, évidemment, mais en fait, ça touche bien plus largement que ça, d'autres pathologies. Et de comprendre comment cette évolution va être directement liée à des facteurs, donc environnementaux ou comportementaux, de façon à pouvoir essayer de maîtriser un petit peu au mieux son environnement et préserver sa qualité de vie sur le long terme, quoi. Ok, super, merci pour ce conseil. Et toi Yacine, du coup tu as ouvert le bal et puis tu clôtures cette séquence regard croisé. Quelle solution tu pourrais nous apporter? Il y a différents niveaux de solutions, mais on peut commencer par un truc extrêmement simple. Parce que s'il faut classer un petit peu à la fois et l'urgence et l'impact et surtout les solutions sur lesquelles on a un levier très efficace, arrêtez de fumer. Okay. Alors, clairement, arrêter de fumer, c'est le levier numéro 1 et de très loin. À la fois parce qu'il est tout à fait démontré le lien, mais plus qu'établi, entre le tabac, les maladies cardiovasculaires, entre le tabac et les cancers, et pas que du poumon, des cancers y compris des voies urinaires, enfin, c'est archi démontré. Donc ça, il n'y a même pas de sujet, et c'est un comportement purement individuel pour lequel, si les gens mesurent et savent vraiment ce qu'ils font, il y a de bonnes chances pour qu'ils perçoivent d'eux-mêmes qu'ils vont arrêter. Un petit truc, si vous êtes fumeur, alors toi je sais que tu l'es pas, mais s'il y a des gens fumeurs qui nous regardent, prenez une cigarette, regardez-la, et vous allez voir qu'il y a le filtre jaune, le blanc, qui est donc le papier dans lequel se trouve le tabac, et vous allez voir sur le blanc des petites rainures, des stries espacées à intervalles réguliers. C'est de l'essence. Ok, de l'essence. De l'essence. Okay. C'est de l'essence qui est faite là pour que le papier puisse brûler, que une fois que la cigarette est allumée, ça continue de se consumer, et que vous puissiez reconsommer une autre cigarette derrière, et que le fabricant de tabac gagne plus d'argent. Donc vaut mieux fumer des cigares, c'est ton conseil Alors, il vaut mieux pas fumer, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si les gens se rendent compte qu'en fait ils fument l'essence qu'ils sont en train de mettre dans leur voiture, s'ils sont capables de se dire qu'on fait une transition énergétique pour arrêter de consommer de l'essence, peut-être on peut arrêter de la fumer aussi, quoi. Ok,
C'est pas bête, merci pour ta réponse. Merci à tous pour la richesse de ces échanges, de cette première séquence regard croisé qui se termine. C'est le moment de passer à notre prochaine séquence. Juste avant ça, je vous rappelle que si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans notre chat. Guillaume, notre expert du pôle médical, viendra y répondre. Et j'espère que ces échanges vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Merci à vous trois. C'est le moment de notre prochaine séquence. Comme je vous le disais, un petit jeu collaboratif pour nos trois invités. C'est parti. Alors le concept, c'est le suivant. Yacine, Antoine, Émilie, vous venez tous les trois d'être nommés ministres de la Santé, ensemble. Quelle Et vous promotion. avez de la chance, ou pas, vous avez en tout cas 30 secondes pour vous concerter et proposer les 3 grandes mesures de votre ministère en termes de santé environnementale. Alors ça peut concerner de la prévention, du soin, de la communication, des financements, tout ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Vous saviez, avant de commencer l'émission, que j'allais vous poser cette question. Par contre, vous n'avez que 30 secondes pour vous concerter. C'est parti. Bon, ok. Et bah, allez-y. Ouais. La prévention ultra bas. Ouais. C'est 22% par rapport à tout le reste. C'est déjà rehaussé ce budget. Sachant qu'on est très très mauvais élèves en France. Pour moi, c'était aussi l'éducation. L'éducation à la santé et à la sensibilisation à ça. Okay. Et ce, éventuellement, dans les écoles, enfin, je sais pas. Mais... Tôt, quoi. Ouais. Eh bien, je crois que ça fait 30 secondes. J'espère que Yacine, tu étais un peu limite là, sur le temps de concertation. Ça va aller ? On est d'accord. Émilie, si tu veux, je te laisse commencer. D'accord. Alors, en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, parce que maintenant c'est devenu le ministère de la Santé et de la Prévention, donc je vais axer sur ce point-là qui va être redorer notre place au sein de l'Europe, parce qu'en France, alors on est bon sur pas mal de points en santé, mais alors la prévention, on est très mauvais élèves. Je crois qu'on se classe 11e, donc il y a quand même 10 pays européens qui sont devant nous. Et d'une part, c'est parce qu'il y a déjà vraiment un petit budget d'alloué à la prévention qui est très faible, qui est en dessous aussi de la moyenne européenne. Donc pour moi, quelque chose qui est très important, ce serait vraiment remettre en avant cette prévention primaire et permettre en fait aux gens de ne pas tomber malades. À la place de les guérir, ce serait prévenir et donc les sensibiliser et éviter de tomber malade, donc en allouant plus de budget et de moyens à la prévention primaire. Super. Antoine, tu prends le relais. Tu es aussi ministre de la Santé, du coup ? Pourquoi pas. Non, moi je pense qu'à ce moment-là, une mesure qui serait intéressante, effectivement, ce serait une forme d'éducation à la santé, et notamment à la sensibilisation. Et ce, plutôt, je ne vais pas dire au plus jeune âge, mais en tout cas à des moments qui sont très structurants pour la vie d'adulte, etc., sur le long terme derrière. Et je pense qu'on aurait effectivement beaucoup à y gagner. Et donc ce serait effectivement d'avoir, je ne sais pas sous quelle forme après, on n'a pas trop eu le temps d'en discuter, mais en tout cas, voilà, à la fois pour sensibiliser et aussi pour vraiment éduquer sur ce que c'est que ces problématiques de santé, d'environnement, etc. Ok, voilà. Super. Et à toi Yacine, du coup, pour clôturer, tu es ministre de la Santé également. Ouais. Donc je suis ministre de la Santé, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu 2 remaniements et que les 2 sont désirés. Je vais remercier déjà beaucoup mes prédécesseurs dont je salue le bilan. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit et j'irai bien sûr dans leur sens. Mais si je devais rajouter des mesures supplémentaires, je dirais 3. La première, c'est financer la recherche sur cette thématique à la hauteur des besoins. On ne pourra pas avancer avec des mesurettes sur des choses qu'on ne connaît pas bien. Il faut mieux connaître ce sujet-là et pour ça, il faut financer de la recherche. Et il y a un véritable sujet de financement de la recherche en France aujourd'hui qui existe depuis longtemps, qui est problématique. Mais ça devient, si on considère tous ensemble que c'est un problème national, il faut un financement national. La deuxième, c'est qu'on ne peut agir que sur ce sur quoi on a des données. Et donc, il faut être capable de mesurer.
Et donc je pense qu'il faut qu'on se place dans la situation où on soit capable d'avoir des mesures dont la granularité soit très fine pour savoir exactement quels sont les problèmes qu'on rencontre. Et je dis ça alors que je n'ai pas d'action chez Mercens. Mais donc je pense qu'il faut qu'on puisse diffuser largement le fait de faire des mesures et des mesures précises. Et le dernier point, qui ne plaira pas à une partie de la population, c'est que je multiplierai par 4 le prix du tabac. Ok. Je pense qu'il faut impérativement arrêter et le tabac. Et pour vous donner un ordre d'idée, en Nouvelle-Zélande, les lois sont largement plus drastiques que chez nous sur le tabac. Quand on est né après, alors je ne sais plus si c'est 2016, mais les enfants qui sont nés, je crois que c'est après 2016, ne pourront jamais de leur vie, jamais, acheter de cigarettes. Ce sera un pays sans tabac, la Nouvelle-Zélande. Sans tabac, ça veut dire que la proportion, l'incidence des cancers bronchiques, l'incidence des infarctus, des AVC, va diminuer nécessairement. Et donc il y a un bilan évident sur le fait qu'il faut qu'on aille vers ça. C'est pas très populaire, mais je pense que c'est indispensable. En tout cas, on sent que la lutte contre le tabac, c'est quelque chose qui t'anime. Je suis pneumologue en même temps. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Moi, je suis très content parce que vous avez cité des mots que j'adore, santé, innovation, recherche, prévention, des mots qui nous sont familiers mais derrière lesquels on ne va jamais vraiment creuser. Merci à vous, vous avez relevé le challenge, bravo, vous êtes des bons ministres de la Santé, en tout cas vos 3 premières mesures sont excellentes, je valide. C'est le moment de passer à notre prochaine séquence. Chaque mois, nous mettons en lumière un ou une entrepreneuse au parcours inspirant pour qu'il ou elle vienne nous présenter son innovation. C'est notre séquence Créativité en action. Jingle. Et aujourd'hui, c'est Émilie Calabre, du coup, ingénieure et responsable de la partie santé-environnement chez Mercens, comme je vous disais en intro, une start-up lyonnaise créée en 2017, qui œuvre à faire le lien entre l'environnement et la santé des individus. Alors, Émilie, ça va être le moment de pitcher Mercens. Tu n'as qu'une minute. T'es prête? Je relève le défi. Eh bien, c'est parti, c'est à toi. Alors, Mercens, on est expert en santé environnementale, donc on travaille autour du concept d'exposome. Nous modélisons en fait des catégories environnementales telles que la qualité de l'air, le bruit, les pollens, UV, météo, tout ce qui va impacter la santé, pour aider justement les parties prenantes à prendre soin de leur population. On peut retrouver toute notre modélisation dans plusieurs outils qui vont être une plateforme pour les parties prenantes, une application mobile qui va être connectée à la plateforme et par laquelle en fait, les parties prenantes vont pouvoir communiquer avec leur population, donc citoyens, patients ou autres. On peut enrichir l'expérience avec des capteurs, comme je disais tout à l'heure, pour mesurer en intérieur. Et toutes les données de modélisation sont également disponibles sous forme d'API, donc pour des projets de recherche par exemple. Ok. Alors j'ai pas de chronomètre, mais je pense que tu as réussi à pitcher en 1 minute, donc bravo à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel qui t'a amené vers du coup une start-up, vers l'innovation, vers la santé environnementale? Je crois que tu as rejoint Mercens d'ailleurs un peu à ses débuts. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent pour Ça innove en santé. Alors au début, j'ai un parcours assez classique. À la base, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur, et donc je suis ingénieure en biochimie et biotechnologie. Donc j'ai une formation qui est assez orientée santé, et il y avait aussi de l'environnement. Et j'ai rejoint Mercens, on m'a contacté en me parlant de l'exposome. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc la première chose que j'ai faite, je suis allée chercher qu'est-ce qu'était l'exposome, et j'ai vraiment découvert ce concept qui mêlait environnement et santé. Et en plus dans l'univers d'une start-up, donc quand je suis arrivée à Mercens, on était seulement 3. Okay. Enfin, avec les cofondateurs, donc on n'était pas beaucoup, et après ça a bien grossi maintenant. Donc je suis arrivée en 2019, mais alors quand je suis arrivée à Mercens, si j'avais dû vous pitcher Mercens, ça n'aurait pas été le même pitch qu'aujourd'hui. Okay. Il y a eu plusieurs pivots depuis 2017. Il y a eu pas mal de pivots, et c'est ça qui a été intéressant. Alors l'objectif par contre a toujours été le même du début à la fin, c'était autour du concept d'exposome, et c'était justement étudier l'impact de l'environnement sur la santé et ensuite pouvoir aller jusqu'à de la prévention. Okay. Donc ça c'est toujours l'objectif aujourd'hui, mais la façon de faire a évolué. Au début c'était juste un capteur, un boîtier où on mettait des petites capsules à l'intérieur et qui permettaient de mesurer l'environnement.
C'était pour que les individus portent ça sur eux et puissent avoir la qualité de l'environnement quand ils voulaient, où ils voulaient, et après, via l'application, avoir des conseils, des recommandations, de la prévention. Okay. Sauf c'était très orienté B2C, donc nous, avec directement les consommateurs. On s'est rendu compte que c'était très intéressant et plus efficace d'intégrer les parties prenantes, donc des décideurs au-dessus, parce que les personnes à leur échelle, c'est super, mais si en plus on inclut les décideurs, c'est encore mieux. C'est là où on est passé B2B2C, et à la place de se concentrer que sur le capteur, on s'est dit ça va être important qu'on ait un modèle qui soit plus scalable que ça et que les gens ne soient pas forcément obligés d'acheter un capteur et qu'ils ne soient pas obligés en fait, de financer non plus eux-mêmes tous ces achats et ce suivi. Alors, scalable, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la solution soit déployée et déployable dans le monde, par exemple, facilement. C'est là où on est vraiment parti sur de la modélisation environnementale, parce que nos modèles sont mondiaux, tout ce qui va être qualité de l'air, pollen, UV, bruit. Et ensuite, c'est toujours possible d'enrichir avec des capteurs pour l'intérieur. Mais cette fois-ci, on s'adresse aux entreprises qui ont la responsabilité des employés, aux villes qui ont la responsabilité des citoyens, et après tout ce qui va être assurance et domaine de la santé qui vont avoir la responsabilité des patients et des aidants. Ok. Et je crois qu'il faut que vous travaillez avec Antoine Bertrand, de notre côté, avec sa solution WeBrave. Merci pour cette présentation de ta société et puis de ton parcours. Comment on vous retrouve, Mirsense, sur Internet ? Je ne sais pas si vous avez un réseau social en particulier. Alors, tout s'appelle Mirsense. Le seul distinction, ça s'écrit Mir, M-E-R, parce que ça vient de Meerkat, qui est l'animal sentinelle du désert, donc qui prévient les autres, et Sense, S-E-N-S, comme sensor, qui veut dire capteur en anglais. Ok, super. On tape ça sur Internet et on vous retrouve. Merci beaucoup, Émilie, pour ta présence aujourd'hui. On arrive bientôt au terme de cette émission. Le moment pour nous de vous présenter ce que fait notre partenaire, la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes, au quotidien pour le secteur de la santé et en particulier pour la santé environnementale. On regarde ça tout de suite. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une banque régionale et coopérative. Notre métier, c'est d'accompagner tous nos clients, les particuliers, les professionnels, les entreprises, le secteur public, dans les événements majeurs de leur vie. Et aujourd'hui, on voit que la transition environnementale en est un. En tant que banquier conseil Green, ma mission est d'accompagner les chargés d'affaires et nos clients pour échanger avec eux sur les enjeux de transition environnementale et éventuellement d'accélérer leur transition. De manière très concrète, on peut discuter du bilan carbone ou de la pose de photovoltaïque. Et si le client a un besoin d'accompagnement, on peut l'orienter vers des partenaires de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en qui on a confiance et qui répondront aux besoins du client. Tout d'abord, la santé, c'est un secteur qui est important pour les caisses d'épargne, sur lequel on est depuis très longtemps, puisque nous sommes aujourd'hui le premier financeur privé des hôpitaux publics. Au-delà de ça, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on a développé une agence santé en 2017, où il y a une dizaine de collaborateurs qui s'occupent des structures du médico-social. On a aussi des collaborateurs qui sont dédiés aux professionnels de la santé et une agence innovation qui gère les porteurs de projets dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, la santé, ça représente à peu près 8% de l'empreinte carbone de la France métropolitaine. Et on a un objectif nationalement de diminuer à horizon 2050 ce bilan carbone. Le sujet de l'émission de ce jour, c'est les co-bénéfices positifs de baisser l'impact carbone de la santé. Très opérationnellement, pour nous, ce que ça veut dire, c'est former nos chargés d'affaires et puis faire des journées d'acculturation pour discuter des besoins de décarbonation du secteur de la santé. Donc on a fait venir différents acteurs, des conseillers en transition écologique et environnementale pour la santé, nos clients, pour savoir comment ensemble on pouvait accélérer cette décarbonation. Alors avec tout ce qu'on s'est dit ce soir, on voit qu'il
faut sensibiliser davantage le grand public aux enjeux cruciaux de la santé environnementale et puis de la santé dans son ensemble. Antoine, Yacine, Émilie, le mot de la fin est pour vous. Allez, Yacine, je te laisse commencer. Un seul mot, innovation. Mot, ouais. Innovation. Antoine? Moi, je dirais éducation. Ok. Moi, je conclurai sur prévention. Ok, vos mesures en tant que ministre de la Santé, c'est parfait, vous avez joué le jeu. Encore une fois, un grand merci à nos partenaires pour leur confiance. Stan, la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes, l'Institut français de l'expérience patient, Capgemini et Concours Pluripro. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette émission ce soir en votre compagnie, donc merci beaucoup à nos 3 invités. Yacine, Antoine, Émilie, merci à vous. On remercie également Damien, notre interne de santé publique, pour ses micro-trottoirs. Axel et Zélie à la réalisation, Louise, Mehdi et bien sûr Leïla à l'organisation de cette émission Ça innove en santé. De mon côté, je vous retrouve le 9 avril prochain en direct de la ville de Bordeaux pour aborder le thème de la santé féminine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Thank you.